bonsoir tout le monde, bonsoir Dominique, bonsoir Christophe. Bonsoir mesdames. On pourrait presque encore dire bonjour d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, dans le puzzle de la vérité, on accueille Dominique Bard qui commence à devenir une habituée de la TV-ADP puisqu'elle est déjà venue dans mon émission Hypercute nous parler aussi d'une autre loi, l'ANCT. Aujourd'hui, elle va nous parler d'un mode de gouvernance en prenant l'exemple justement de la loi des 35 heures. Donc Dominique, si tu veux commencer, à moins que Christophe ait quelque chose à ajouter. Je vais apprendre déjà. Je suis là pour apprendre tout ce qu'elle va dire. Et après, je poserai des questions. D'accord, merci. Bonjour. Donc, effectivement, on va parler des 35 heures. Les 35 heures, c'est une loi que tout le monde croit connaître. Peut-être certains la connaissent. Et on verra que, en réalité, cette loi, elle est très différente de ce qu'on croit qu'elle fait, comme un petit peu la loi NCT. Hein, c'est un petit peu le même principe. Voilà, donc si on peut démarrer la petite présentation. Oui, d'accord. Voilà. L'idée, c'est de se demander, quand on voit comment a été créée cette loi, si on est vraiment en démocratie. Et donc, voilà. Ce que j'aime bien commencer cette présentation par deux questions. Selon vous, est-ce que la loi sur les 35 heures est de droite ou de gauche? Et est-ce qu'elle est franco-française ou est-ce qu'elle nous est imposée par l'Union européenne? Je ne sais pas donc là ce que vous en pensez, mais la réponse à la première… Moi, je te répondrai d'emblée avant… je ne soupçonnais pas, donc je pensais vraiment que c'était une loi française. Voilà, ça c'est mon opinion. Alors en fait, c'est une loi c'est un ensemble de 3 lois qui ont été commencées par un gouvernement de droite. La première s'appelait Gilles de Robien et les 2 lois suivantes s'appellent Aubry 1 et Aubry 2. Donc c'est des lois plutôt du PS et de gauche. Hein, et plutôt de l'aile gauche du PS, hein, au Martin. Donc, on peut s'étonner déjà que la droite et la gauche aient continué dans le même sens, d'avancer dans le même sens. Alors, la deuxième question, est-ce que c'est une loi franco-française? La plupart des gens pensent que oui, puisqu'en fait, il n'y a qu'en France qu'on est passé à 35 heures. Et pourtant, ces 3 lois obéissent à 2 directives, la directive 93-104 CE et 97-81 CE. Ça surprend et on va voir pourquoi. Avant de rentrer dans les détails de cette loi et des directives auxquelles elle obéisse, il faut faire la différence entre ce que c'est qu'un règlement européen et ce que c'est qu'une directive européenne. Quand on a parlé de la loi NCT, on avait vu un exemple d'un règlement, c'est-à-dire c'est un texte qui s'applique directement dans les pays, voilà, sans que le Parlement ait besoin de traduire cette loi, de la transposer dans le droit de chaque pays. Alors que la directive européenne, elle fixe des objectifs et les pays ont une certaine latitude, ils doivent remplir les objectifs, mais ils ont une certaine latitude pour mettre en place la loi, l'accompagner d'un certain nombre de moyens, etc. Et ils prennent leur temps, bien souvent, hein, avec les directives. Moi, je me souviens, durant mes études, que la France s'était condamnée déjà plein de fois dans différents domaines parce qu'elle tardait trop, justement, à appliquer. Voilà. Effectivement, il y a un laps de temps maximum au-delà duquel il y a des pénalités. Parce que certaines personnes pensent que la directive européenne, on n'est pas obligé de la traduire dans le droit français. Si, on est obligé et on a une date limite pour le faire. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs avec les lois, avec les 2 directives qui ont conduit aux lois sur les 35 heures. Mais c'était pas l'objectif. Voilà, donc on continue. Et là, on a la preuve de ce que disait Malika, c'est-à-dire qu'en fait, une directive, elle a un certain laps de temps pour être traduite en droit français. Ici, la 93-104 CE, on avait jusqu'au 23 novembre 96 pour la traduire en droit français. Et ça, ah oui, alors sur toutes les diapositives, il y a des liens, hein, donc tout ce que je dis peut être vérifié.
En fait, là, c'est la copie du résumé qu'on trouve. Excuse-moi, Dominique. On entend un écho. Alors peut-être il faut que tu t'éloignes un peu du micro, je ne sais pas. Attends, ça devient moins audible. Alors Christophe, tu pensais que c'était une loi française ou européenne? Pour être franc, je m'étais jamais posé la question, je croyais qu'elle était française. Alors, donc, ah ben voilà, moi aussi. Hein. Moi aussi. Voilà, ça devrait aller mieux. Donc, oui, donc ce que je disais, c'est que les liens qui sont sur les diapositives permettent de vérifier ce qui est en dessous. Hein. Là, si on clique sur la directive au-dessus, on se retrouve sur le site Légifrance avec ce texte qui donne les dates limites. Voilà. Et la deuxième directive, c'est pareil. Alors, celle-là, elle est écrite en majuscule. Quand on sait ce que veut dire, enfin, quand on écrit en majuscule, c'est qu'on est en colère, généralement. Donc, voilà, celle-là, elle était à traduire en droit français au plus tard le 20 janvier 2000. Oui, d'accord. 20 janvier 2000, d'accord. Voilà. Alors maintenant, on va parler de des trois syndicats. En fait, on parle souvent des syndicats en fait qui sont représentatifs au niveau de l'Union européenne. Alors ces syndicats, ils sont au nombre de 3. La CES, c'est la Confédération européenne des syndicats. Pour la France, elle regroupe pratiquement tous les syndicats de salariés généralistes. Hein. Et voilà, donc ça c'est la CES. Ensuite, les deux autres, ce sont… Donc oui, elle représente les intérêts des travailleurs et c'est la seule organisation syndicale interprofessionnelle européenne représentative. Il faut retenir ce mot représentative parce qu'on imagine quelque chose de représentative et on verra que le sens est bien différent de ce qu'on pourrait attendre. Alors, le deuxième syndicat, enfin, c'est l'UNIS, qui a changé de nom, hein, je crois. Business Europe, ça s'appelle maintenant. C'est donc une association patronale et c'est la définition Wikipédia que je vous mets sur l'écran là. Donc, Wikipédia nous dit que c'est un lobby qui défend les intérêts des employeurs, des entreprises privées. Voilà, donc le MEDEF pour la France. Ça veut dire qu'on ne se cache pas, hein, au niveau de l'Union européenne, les lobbies, c'est quelque chose qui fait partie du paysage. Hein. Oui, je crois qu'il en existe plus de 500 000. Ah oui, c'est bien possible. Alors, la CEP, c'est la même chose, c'est un syndicat d'employeurs, mais d'employeurs publics, enfin, d'établissements publics. Qu'est-ce qu'elle fait, cette CEP qui est devenue la SGI? Elle mène des actions de lobbying auprès des institutions européennes afin d'influencer la législation en faveur des intérêts de ses membres. C'est clair et net. Hein, on sait à quoi s'en tenir. Alors, est-ce que tu peux être plus clair pour les auditeurs qui… oui, on a là 3 syndicats, un qui représente les salariés, 2 qui représentent les employeurs, publics et privés, sachant que les syndicats d'employeurs sont officiellement des lobbies qui sont là pour influencer les lois dans le sens qui convient à leurs membres. Oui, d'accord. C'est dit comme ça sur Wikipédia et c'est la réalité en fait. Alors tout à l'heure, on parlait effectivement, Malika, tu disais que les directives étaient contraignantes et qu'on avait une date limite pour les mettre en œuvre, au-delà de laquelle on pouvait payer des pénalités. Donc là, je donne un exemple de pénalité, c'est l'histoire des OGM. On avait beaucoup, enfin, en France, c'était pas très populaire cette directive sur les OGM, et on a mis très longtemps pour la mettre en place. Résultat, on a eu une amende et on l'a mise en place. C'est pour dire qu'une directive n'est pas facultative du tout. Hein. Non. Alors après, il y avait une troisième question. La troisième question, c'est de se dire, est-ce que c'est favorable aux salariés ou est-ce que c'est favorable au patronat? C'est un petit peu compliqué. Ça dépend des entreprises, ça dépend de pas mal de choses. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand François Mitterrand a voulu passer de 40 à 39 heures, ça s'est fait en
un claquement de doigts. C'est-à-dire, il l'a décidé, on a remplacé dans les lois 40 heures par 39 heures et c'était terminé. Or, les 35 heures, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il a fallu beaucoup de temps, il a fallu 2 ministres, il a fallu 2 directives, 3 lois. Ça n'a pas été aussi rapide que ça. Et on peut se demander si l'objectif, c'était bien de réduire le temps de travail ou s'il n'y avait pas un autre objectif caché. Et c'est à cette question qu'on va répondre maintenant. Oui, alors en fait, là, quand tu dis ça, 2 directives et 3 lois, là déjà, on sait que c'est plus du tout franco-français, mais que ça vient bien de l'Union européenne. Ça vient bien de l'Union européenne. Alors, si on va y venir, hein, on va y venir en détail. Là, je voudrais simplement rappeler quelque chose qui était vrai, qui devrait, je crois, toujours être vrai. En fait, c'est qu'en France, on a une hiérarchie des textes qui fait que, alors là, on parle des lois travail, hein, donc c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'en fait, toute loi doit respecter la Constitution ou être plus favorable aux salariés. Les décrets d'application, les arrêtés, etc., tout ce qui est réglementaire doit respecter les lois ou être plus favorable aux salariés. Ensuite, on descend, les conventions collectives ou les accords de branche doivent respecter les textes qui sont au-dessus ou être plus favorables aux salariés. Et en fin de pyramide, on a les accords d'entreprise ou les contrats de travail. Et là, ils doivent respecter tout ce qui est au-dessus ou être plus favorables aux salariés. C'était quelque chose de... Je dis c'était, je parle au passé. Et on va voir pourquoi. Donc, officiellement, les 35 heures, si on se souvient de quoi il s'agissait, on devait passer de 39 à 35 heures en maintenant les salaires grâce à des aides dégressives de l'État. Et il fallait progressivement, sur 5 ans, d'une part, embaucher un certain nombre de personnes, hein, mais pas la totalité des heures perdues. Il fallait aussi que l'entreprise améliore sa productivité. Donc, on recherchait des gains de productivité. Et pour ça, on avait la possibilité d'échanger des acquis sociaux contre cette réduction du temps de travail avec des compensations financières qui n'étaient pas des subventions, qui étaient des exonérations de charges. Et on a vu que les exonérations de charges, en réalité, elles pénalisent les institutions françaises dans la mesure où ça fait moins d'argent dans les caisses de la sécurité sociale ou dans les caisses de retraite. Donc, c'est un petit peu pervers. Alors, j'avais un client, puisque moi, je faisais partie d'un réseau de consultants qui aidait les entreprises à étudier leur cas pour savoir si elles avaient intérêt ou pas à anticiper le passage à 35 heures. Et donc, il y avait un cas particulier, c'était une entreprise du tourisme qui embauchait 50 permanents et 100 saisonniers. Elle proposait donc de passer à 35 heures en annualisant le temps de travail, ce qui permettait de passer à 100 permanents et 50 saisonniers. La direction était d'accord. Les salariés proposés par la direction et proposés par les syndicats que j'avais rencontrés étaient tous d'accord. Ils auraient même accepté des baisses de salaire pour permettre des embauches dans des contrats à durée indéterminée. Mais la CGT s'est opposée à cet accord. Alors moi, j'étais très surprise. Et donc, quand j'ai eu du temps, parce que sur le coup, j'avais un petit peu le nez dans le guidon, pendant que les autres passaient à 35 heures, moi j'en faisais 70 par semaine. Et quand j'ai eu du temps, je me suis un petit peu intéressée à pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est là que ce que j'avais remarqué pendant le passage à 35 heures, pendant que j'ai travaillé avec les entreprises sur ces sujets-là, c'est qu'il fallait des syndicats représentatifs. Pour moi, un syndicat représentatif, c'était un syndicat qui, dans l'entreprise, avait beaucoup d'adhérents, donc qui était représentatif pour cette entreprise. La réalité, c'est que c'est pas ça. Les syndicats représentatifs, c'est ceux qui adhèrent à la CES qu'on a vu tout à l'heure.
C'est ça la définition. C'est-à-dire que, comme souvent, on prend des mots, on change le sens. Du coup, l'histoire est jolie, les gens ne sont pas en éveil, ne sont pas inquiets. C'est très bien, un syndicat représentatif, ça arrête personne. Et la réalité, ben, elle est différente. Donc, cette directive 93-104 CE, quand on la lit, on a tous les attendus, tous les considérants de cette loi et les objectifs, puisqu'en fait, on sait qu'une directive, les lois qui vont en découler doivent respecter les objectifs, mais qu'il y a une certaine liberté sur les moyens. Voilà les objectifs de la loi, de la directive en question. Ils sont clairs. Dans le point 7, on a, il faut un rapprochement dans le progrès. C'est toujours un rapprochement entre les pays membres de l'Union européenne. Et il faut privilégier les formes de travail autres que le travail à durée indéterminée. C'est écrit, alors moi je l'ai mis en rouge, mais c'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire qu'il faut favoriser le travail à durée déterminée, à temps partiel, intérimaire ou le travail saisonnier. Et moi, dans ce dossier-là, je proposais quoi? Je proposais de pérenniser des emplois. Donc, j'étais complètement à contre-courant. Bien sûr. Des objectifs de la loi. Alors, la CGT, je suppose que les gens qui étaient là, c'est pas eux qui ont refusé cet accord d'entreprise, mais on leur a demandé de le refuser parce que les dirigeants de la CGT, enfin les gens qui étaient à la CES, savaient que l'objectif n'était pas celui-là. Je suppose. Alors, je te pose juste une question puisque tu as pris un exemple que tu connais et donc tu vas pouvoir me répondre. Le fait que ce soit la CGT dans cette entreprise qui était représentative, en fait, et qu'elle dit non, le propriétaire de cette entreprise et les salariés qui composent cette entreprise, qui veulent quand même pérenniser leur emploi, ils n'ont aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Quand je dis la CGT, c'est l'inspection du travail, c'est la CGT, c'est toutes les instances qui étaient… Je dis la CGT parce que là, c'était la CGT qui signait l'accord. Il fallait toujours que les accords soient signés par un syndicat représentatif. Dans d'autres entreprises, c'était la CFDT, c'était d'autres syndicats. Là, il se trouve que c'était la CGT. Je les ai croisés souvent, puisqu'ils étaient assez bien organisés. Ils avaient des représentants qui pouvaient mettre à disposition des entreprises assez facilement. Mais c'est pas le seul syndicat qui a fait ça. Tous les syndicats de salariés qui adhéraient à la CES et qui étaient représentatifs avaient la même attitude. Oui, mais là, ce qui m'intéresse, c'est que tu as dit que l'inspection du travail, si ce n'était pas le syndicat, de toute façon, derrière, il y aurait l'inspection du travail. Tu dirais que vous ne respectez pas les objectifs de la directive, c'est ça? Alors, en fait, la directive, nous, on ne la connaissait pas. Je pense que les inspections du travail, les ARACT, avaient des directives où on leur disait « Non, mais là, ça, c'est pas bon. On n'accepte pas ce type d'accord. » Et je ne sais pas comment ça se passait derrière. Moi, j'étais… Oui, alors là, ça remonte au ministère, quoi. Je suppose que ça remontait peut-être pas au ministère, mais dans les… Oui, dans les… quand même. Comment on dit? Oui, en fait, dans les instances qui est représentatives du ministère, dans les départements, dans les… Oui. Je sais pas, mais c'est pas le seul endroit où ça s'est passé parce que comme on était un réseau de consultants, on pouvait communiquer entre nous et il y a d'autres personnes qui avaient des dossiers, on parlait toujours des dossiers qu'on comprenait pas. Il y a d'autres personnes qui avaient eu le même genre de problème dans des stations de ski. Enfin, moi, c'était pas du tout le cas, c'était une station thermale, mais c'était la même problématique, c'était la problématique des saisonniers. D'accord. Et dans d'autres branches, tu as un autre exemple? Oui, c'était d'autres branches, puisque c'était d'un côté le tourisme, d'un autre côté le thermalisme, c'était pas les mêmes branches. Alors après, il y avait des branches où il n'y avait pas besoin d'annualiser le temps de travail, mais c'était autre chose qui posait problème. Chaque fois qu'on devait pérenniser des emplois, ça ne passait pas. J'ai eu la problématique des… Comment ça s'appelle des intermittents du spectacle. Et ça s'est passé pareil. La logique n'a pas été respectée. Il y avait des choses qui étaient demandées par l'entreprise, qui étaient voulues, parce que les intermittents du spectacle, eux, leur objet, c'est que le spectacle se déroule de la meilleure manière possible.
Et quand on leur disait au bout de 12 heures, il faut vous arrêter, alors qu'il y avait besoin de 15 heures pour que le spectacle démarre, et ben ils passaient 15 heures, quoi. Et moi, j'avais eu un preneur de son qui m'avait marqué et qui m'avait expliqué que lui, quand il était en déplacement en tournée, il comptait pas ses heures. C'était pas un problème pour lui. Par contre, quand il rentrait chez lui, il était content de passer du temps avec sa famille. Et ça, bon, bah, c'était impossible à mettre en place avec les lois et les directives, enfin les directives, je veux dire enfin, le cadre dans lequel on intervenait. Oui, d'accord. Merci. Voilà, donc syndicat représentatif, on a bien compris que c'est pas représentatif des salariés de l'entreprise, c'est représentatif de la CES. Donc, pour répondre à la question de savoir si les entreprises y avaient intérêt ou si c'est les salariés qui avaient intérêt, ben, en fait, dans les très grosses entreprises qui avaient, par exemple, 50 salariés qui faisaient le même travail, c'était pas un problème de réduire le temps de travail de chacun, d'embaucher et pour compenser. Mais dans les entreprises où il y avait une secrétaire qui faisait 39 heures, ben, si on passe à 35 heures, elle va faire le même travail en moins de temps. Parce que de toute façon, elle n'a pas on ne peut pas embaucher quelqu'un pour 4 heures. Donc, c'était très problématique pour les très petites structures et ça gênait pas les grandes. Voilà. Alors, les conséquences de ça, ben moi, ce que j'en tire comme conséquence, parce que je me suis un petit peu fait quand même, voilà, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, ce qui se passait au moment où je travaillais dessus. Je l'ai compris plus tard. Et quelque part, ça laisse un petit, voilà, si on avait compris, on aurait fait un autre métier, quoi. C'est vraiment, on a l'impression d'être pris pour des imbéciles, quoi. Donc, ce que j'en tire comme conséquence, ben, c'est qu'il faut éviter les évidences. Quand un syndicat est représentatif, faut chercher la définition de représentatif parce qu'on nous donne des mots, un vocabulaire, ce qu'on appelle des éléments de langage. Et si on ne connaît pas le sens, eh ben, on peut beaucoup se tromper. Il faut faire attention aux médias qui assènent des vérités, des fois, sans rien vérifier. Plus quelque chose est évident, et moi, il faut faire confiance. Et puis, il faut faire attention aux liens d'intérêt des personnes qui nous parlent. Parce que quand des syndicats sont en réalité des lobbies et que c'est eux qui votent les directives et ensuite ces directives doivent être appliquées dans les pays, ben voilà. Donc il faut peut-être prêter un peu plus attention aux voix discordantes, à des parlementaires qui parfois alertent, par exemple sur leurs conditions à eux de travail, hein, les parlementaires souvent se plaignent de devoir voter la nuit des lois à 6 heures du matin. Il faut négliger aucune piste pour restaurer la démocratie, quoi. Et la vérité. Et la vérité. D'accord. Voilà, un petit peu Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur tout ça. C'est assez surprenant, j'imagine. Je ne sais pas. Comment vous le percevez? Ben, moi, je perçois que c'est de la stratégie mensongère entre ce qu'ils annoncent et leurs intérêts personnels qui sont derrière. Et on est toujours dans le mécanisme de la tromperie. C'est ça la vraie réalité. Ils t'annoncent quelque chose où tu crois que ça va être comme ça, et derrière, c'est l'inverse qu'ils pratiquent. Donc, bon, voilà, on déguise les choses en autre chose que ce qui est prévu dessous. Parce qu'évidemment, si on avait dit aux États, bah écoutez, voilà, on va pas réduire le temps de travail, on va précariser le statut du salarié, bah évidemment, on n'aurait pas pu faire passer les lois. Du coup, on a raconté une autre histoire et en même temps, on a précarisé. Souvent, je sais pas, on a une expression maintenant dans la société qui est passée dans le langage courant, c'est l'ubérisation de la société. Ben, l'ubérisation, elle date de cette époque-là. Ça a commencé par les taxis et puis après, ça a gagné un petit peu du terrain partout. Mais en écoutant ton chapitre conséquences, tout ce que tu disais, moi, ça me faisait penser à la situation actuelle avec la pandémie. Hein. Tout à fait. On peut faire un copier-coller.
les langages, les parlementaires qui essayent d'alerter, les lois comme la loi du 5 août votée en pleine nuit et en pleine période estivale, avec très peu députés. Dans l'urgence, etc. Et voilà, c'est ça. Et voilà, les médias mensongers, hein. Voilà, oui. les médias. Alors justement, pourquoi il n'y aurait pas des règles qui empêcheraient ce genre de choses? Je prends notamment comment on peut passer une loi à minima sans imposer un minimum de votants et en respectant des horaires, parce que c'est ça la stratégie qu'ils ont. Si à un moment donné, c'est d'utiliser des horaires abusifs, à minima, un minimum de personnes, et les lois passent. Or, quand tu prends l'exploitation d'une entreprise, avec t'as ce qu'on appelle un quorum à respecter, bien sûr. T'as des règles à respecter, et pourquoi nous, dans nos lois, on n'a pas ça? Franchement. Et c'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'Emmanuel Macron est à l'origine, avec ses lois de travail quand il était ministre de l'économie, qu'il est à l'origine de la déstabilisation de notre droit du travail. En réalité, ça remonte moi je dis, ça remonte aux 35 heures, parce que j'ai rien trouvé avant. Mais si ça se trouve, il y a d'autres choses avant. Le Code du travail, il est détricoté depuis de nombreuses années, bien avant Monsieur Macron, hein. Ça, c'est sûr. Mais la hiérarchie des normes, la hiérarchie des textes et l'inversion des normes, j'entends souvent dans les médias qu'on attribue ça aux lois Macron ou aux lois El Khomri, alors qu'en réalité, moi, je pense que c'est beaucoup plus ancien que ça. Bien sûr, et notamment, les 35 heures, pour moi, c'est le premier coup de canif dans la hiérarchie des normes. La pyramide que je montrais tout à l'heure. Le traité de Maastricht, moi, je dirais, mais bon. Voilà, ça c'est un autre débat. C'est avant même. C'est un enchaînement d'événements. Non, c'est Maastricht, oui, c'est ça. Là, c'est 98 la première. La première directive, c'est 93. Non, mais on peut les accuser depuis longtemps parce qu'ils vont pas dans l'intérêt du citoyen. Hein. Franchement, c'est pas du tout. Ni de l'intérêt général, absolument. Non. Là, ils vont dans l'intérêt de quelques-uns Mais c'est sidérant, hein, de voir qu'on a mis en place les 35 heures pour cacher la précarisation du travail. Oui, c'est ça qui est. Mais si les gens n'ont pas accès à ce genre de documentation, si on leur présente simplement quelque chose qui paraît bien, parce que les gens, la mentalité du citoyen moyen, c'est de croire ce qu'on lui dit. Et donc, entre ce qui paraît puis ce qui est, c'est deux choses qui sont différentes. Donc là, je comprends qu'il y a un maximum de gens qui pensent toujours qu'on peut pas les tromper. Alors que c'est que ça qu'ils font. Ils ne font que ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais bon, c'est vrai que pour beaucoup de gens, les 35 heures, c'était un moyen, je ferai plus de sport, je vais passer plus de temps avec mes enfants, etc. On a vu plus le temps. On accepte. Et puis, en fait, dans l'application de cette loi, on se rend compte que les gens continuent de travailler parce qu'en réalité, même dans nos entreprises, les 35 heures ne sont pas respectées. Et ils font des heures supplémentaires. Si on regarde dans la fonction publique, c'est la même chose. Par exemple, les policiers, ça fait quoi? Mais ça fait 20 ans qu'ils ont des RTT et ils les récupéreront jamais pour certains parce qu'il y en a tellement. Mais c'est pour ça que les 35 heures, ça a été un véritable... Alors, je dis pas, il y a eu des entreprises où ça a été une chance. Hein. J'en ai vu quand même des dossiers qui ont été positifs. Je pense par exemple à un où il y avait énormément, ils étaient très très mal informatisés et ils faisaient énormément de travail administratif en double, en triple, parce qu'ils étaient mal informatisés et mal organisés. Du coup, on a gagné beaucoup de temps sur le travail administratif assez facilement puisqu'il suffisait, les personnes reprenaient les factures, enfin c'était un truc. Et ça a permis d'embaucher des commerciaux, donc ça a permis à l'entreprise de se développer. Et grâce aux aides progressives, enfin aux aides qui diminuaient progressivement, il y a eu un investissement qui a été fait sur l'informatique et ça a permis effectivement de réduire le temps de travail des administratifs. Ça a été très, très positif pour cette entreprise-là. Il y a eu effectivement des cas positifs, mais il y a quelques cas qui vraiment m'ont laissé dubitative et j'ai compris 20 ans plus tard quand je me suis penchée parce que moi à l'époque les traités européens j'avais pas le réflexe et puis j'étais pas
j'imaginais pas. Enfin, c'était des lois. Puis en plus, les 35 heures, on n'en parlait qu'en France. Donc, on avait vraiment l'impression que c'était une loi française. Et pour le voir que c'est une loi, que la loi obéit à une directive, si des gens veulent utiliser les liens, là, si on peut les mettre sous la vidéo plus tard, quand on clique sur la loi, tout à la fin, il y a la signature des ministres qui étaient en charge du dossier. Et après les signatures, il y a les textes qui ont été en amont de cette loi, et notamment il y a ces 2 directives. C'est là qu'on le voit, c'est tout à la fin. Alors moi j'ai une petite question comme ça qui me vient. Est-ce que le fait que l'essentiel des gens aient pensé que c'était une loi française, c'était pas justement un but précis, la France symbolisant les droits de l'homme, de passer par la France pour pouvoir l'imposer à tout le restant du pays de l'Europe? Est-ce que la symbolique du pays des droits de l'homme avait pas une perversité d'usage dans leur propre stratégie de faire croire que c'était français? Alors moi, je pense que d'une manière générale, l'Union européenne a pour objectif de... Moi, je pense que la France est très attaquée, hein, c'est clair et net. Alors, de plein de manières. Par exemple, il y a une doxa, hein, c'est-à-dire que dans tous les traités européens, on nous parle d'une harmonisation. Dans les directives, là, on nous parle d'une harmonisation des droits du travail de tous les pays. Hein. Là, d'ailleurs, les directives, elles étaient sur le travail de nuit, elles n'étaient pas sur la réduction du temps de travail. On est bien d'accord là-dessus, sur le travail du dimanche et sur le travail de nuit des femmes. Hein. Donc, voilà un petit peu les objectifs de ces directives. Je pense qu'en fait, cette harmonisation nuit à la France. Rien que le fait de dire on va harmoniser. Quand le SMIC français est à 10 € et que le SMIC en Bulgarie est à 2 €, ben, si on harmonise, on fait la moyenne et on se rapproche de la moyenne. J'ai un exemple qui est pareil, invraisemblable. On peut pas croire. Il faut se pincer. Je regardais, vous savez, les PNR, hein, les plans nationaux de réforme, hein, que l'Union européenne impose aux pays à travers les GOP, les grandes orientations des politiques économiques. Je regardais les GOP enfin la PNR de 2019, et puis j'ai été frappée de voir un tableau dans lequel on parlait de l'harmonisation du décrochage scolaire. Ah oui, j'en ai entendu parler aussi. Oui. Alors, le décrochage scolaire, en moyenne dans l'Union européenne, il est de 10,5% des élèves. Objectif, c'était en 2017, hein, l'observation. Objectif 2020, aller vers 10%. Pour la France, on est à 8,9% en 2017. Objectif, aller vers 9,5%. C'est vraiment vrai. En fait, tu m'en avais déjà parlé. C'est possible, parce que ça m'a tellement frappé. C'est scandaleux, c'est scandaleux. C'est pour dire qu'est-ce que ça veut dire l'harmonisation. Oui, je pense que c'est à propos du programme d'un autre sujet. J'en ai parlé à ce sujet parce qu'il y avait un candidat qui parlait d'harmoniser, etc. Mais harmoniser, il faut savoir ce que ça veut dire. Pour la France, harmoniser tout ce qui est loi du travail, mais... Ah non, mais c'est ça. On est dans de la tromperie, hein. Franchement. Harmoniser, c'est joli comme mot. C'est un joli mot, harmoniser. C'est ça. Ça débouche là-dessus. Oui, bien sûr. Non, mais j'en ai conscience. Mais ça, c'est le propre de la sémantique. Hein. Comment on peut balancer n'importe quoi, faire croire les choses, et des fois, tout et son contraire. Ça fait partie de leur mécanisme. Hein. Bon, voilà, et tout le temps. On le voit tout le temps. Alors, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut vraiment faire maintenant. Parce que là, on retrouve ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc, c'est la novlangue. Ouais. Mais c'est vrai, il faut repartir des définitions de chaque mot. Et plus un mot, on a l'impression de le connaître, plus il faut le chercher dans le dictionnaire européen. Parce que... Oui, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire?
ce que ça sous-entend en réalité comme solution, c'est sortir de l'Union européenne. Ah bah pour moi, mais pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Tous les dossiers sur lesquels j'ai travaillé, ils conduisent à cette conclusion. Mais oui. Il n'y a pas d'autre issue, il faut sortir de là. Et pourquoi il faut sortir de là? Parce qu'on nous dit renégocier les traités, on ne peut pas renégocier les traités, ça n'existe pas, il faut l'unanimité des pays. Comment on peut avoir l'unanimité des pays? Parce que quand on parle d'harmoniser le SMIC, par exemple, la Bulgarie serait très contente qu'on harmonise le SMIC. Mais la France, voilà quoi. C'est pas possible. Non, mais, bon, ceci étant, ça fait partie d'une stratégie d'avoir fait croire que l'Union européenne avait une vraie existence. Pour moi, c'est un leurre qui existe depuis très longtemps. Hein, depuis très longtemps. On est dans la tromperie à ce niveau-là, à tous les niveaux. Tous les niveaux. Mais c'est facile à comprendre. Parce que moi, j'ai une manière de voir la chose, on va dire, dans une simplicité absolue. Ma simplicité absolue, c'est de regarder ce qui s'est passé sur les 100 dernières années. Et on aura, d'ailleurs, si on se projette en 2022, ça ne fait que recouper ce que je pense depuis des années, depuis des décennies. La vieille Europe ne peut pas devenir puissante et en plus pouvoir s'allier avec la Russie. Ça, c'est la stratégie, on va dire, qui a été mise en place depuis des décennies, pour empêcher ça. L'Europe était puissante à une époque, l'Europe par elle-même. Et la France en était un pays leader. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de toute l'Europe en l'espace de 30 ans ou 40 ans? Franchement. Donc, alors après, on t'invente un outil qui s'appelle l'euro. Mais alors, ça a été destructeur, mais au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors que c'était un outil qui était comparable à prendre l'image du dollar. On voulait avoir une image un peu... Mais qui c'est qui a demandé tout ça? Quand on regarde bien, nous, la puissance qu'avait la France, ce qu'elle a perdu comme place, et même dans les autres pays d'Europe. Les autres pays avaient une représentativité. Donc, quand on analyse tout, ils ont réussi leur mission, c'est de foutre l'Europe par terre, en fait. C'est ma vision à moi. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit que c'est la réalité des choses. Non, vous ne pensez pas? En fait, le problème de l'Union européenne, c'est elle ne peut pas être démocratique pour une raison, pour une question de vocabulaire, c'est que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc, pour qu'il y ait une démocratie en Europe, il faudrait qu'il y ait un peuple européen. Il n'y a pas de peuple européen, il y a des peuples européens. Et le problème de l'euro, c'est le même. On parle des zones, comment on dit, des zones économiques optimales. Une zone économique optimale, c'est une zone dans laquelle toutes les régions, toutes les subdivisions ont un intérêt commun. Et par exemple, en France, un département pauvre peut être aidé par un département riche parce qu'on fait partie du même peuple. Jamais l'Allemagne accepte de payer pour la Grèce. Mais bien sûr, parce que c'est pas le même peuple. L'Allemagne, quand elle s'est réunifiée avec l'Allemagne de l'Est, ça n'a posé aucun problème. Ils ont pu avoir une monnaie commune très vite et ça n'a jamais posé de problème parce que c'était un peuple qu'on réunifiait. Tandis que les peuples européens, ils sont différents, ils ont des cultures différentes et ils ont un fonctionnement différent. Ils ont pas envie de payer pour les autres et puis c'est tout, puis c'est normal. Hein. Oui, mais je pense justement qu'à cause de ça, la vieille Europe avait de la force dans sa différence. Oui. C'était justement la différence qui en faisait sa force. Déjà, parce que quand on voit le nombre de langues qu'il n'y a rien qu'en Europe, il n'y a pas d'autres pays, il n'y a pas d'autres continents qui en ont autant. Donc, rien que là, d'accord. Et là, on va vers quoi? On veut que tout le monde parle anglais bientôt? C'est ça qu'ils veulent? Ça fait longtemps déjà qu'ils veulent qu'on parle anglais. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, l'Europe, elle a été construite par les Américains. Il faut juste comprendre ça. Voilà. Et c'est pour ça que le général de Gaulle les a mis dehors très rapidement et a sorti la France de l'OTAN. Oui, mais on y est revenu, hein. Et la politique de la chaise vide, elle était due au fait que l'Europe avait été construite et que le premier président de ce qui s'appelait à l'époque le marché commun, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, la première instance, elle a été présidée par
par comment il s'appelle, Hallstein, j'ai oublié, Walter Hallstein, qui était en fait le bras droit d'Hitler, qui a signé les accords entre Hitler et Mussolini, qui était un juriste. Quand on sait la manipulation américaine sur ce qui s'est passé en Allemagne pour la guerre, hein, donc c'est pas la peine d'aller très loin pour tout comprendre. Hein. Et donc le résultat. Mais là, on peut pas parler de ça vraiment ce soir parce que il faudrait refaire toute l'histoire. Et dans ce cas-là, on remonte encore plus en arrière. Christophe, tu avais raison en parlant de décennies et décennies. On remonte à 1700 et quelques, et là, on comprend comment la machine, elle s'est montée. Ce sont les finances, c'est toujours les financiers qui ont dirigé ce monde. Et voilà. Mais là, on s'éloigne quand même un petit peu du sujet. Moi, je voudrais juste... Pardon. Hein? Non, mais juste revenir sur l'Union européenne, et on va rester là-dessus. On peut terminer. Moi, je crois, enfin, quand j'ai étudié le droit européen, nous étions que 15 États membres. On n'avait pas ouvert encore aux 28. Et déjà, dans mes études, on voyait toujours tous les dysfonctionnements qui existaient, y compris les directives qu'on n'appliquait pas, comme l'ouverture aux énergies, par exemple EDF, le gaz, etc. Nos dirigeants avaient ratifié ces ouvertures à la concurrence. Et pendant des années et des années, ils n'ont jamais dit au peuple français qu'ils avaient ratifié et qu'ils allaient, et que fatalement, alors c'était une directive, ils avaient du temps, et chaque président suivant n'en parlait toujours pas, mais il passait la patate chaude à celui qui suivait, etc. Et alors que nous, en fait, les juristes, on savait que la France avait déjà ratifié ces ouvertures, mais ils avaient trop peur des gros syndicats, à EDF par exemple, qui est tout puissant, qui même ferait la grève, alerterait la population, donc c'était caché. Et là, déjà, on voyait le dysfonctionnement. C'est un exemple, hein, mais il y en a plein d'autres. On peut parler aussi de ce que tu disais, Christophe, ou toi, Dominique, sur comment l'Europe est dirigée, tout simplement, le mode de gouvernance. En réalité, on a créé un Parlement avec plus de, je ne sais plus combien de députés. 700, 750, oui, un truc comme ça. 700 et quelques. Mais ils n'ont aucun pouvoir de légiférer. Seuls, à l'époque, 15 commissaires décidaient de la pluie et du beau temps pour les 750 millions. Non, à l'époque, on était 15, donc on était moins, mais enfin pour les 15 pays de l'Union européenne. Ensuite, on est passé donc à 28 et on a eu 28 commissaires, mais ça reste que 28 bonhommes qui vont décider pour presque 800 millions de personnes. Et ça s'impose. Et ensuite, on a enlevé de plus en plus de souveraineté à chaque État membre, avec les États peut-être dans l'Union européenne qui étaient les plus libéraux, qui l'ont fait beaucoup plus facilement. Oui. Ça correspondait à leur culture. Voilà, exactement. Ça correspondait à leur culture. Oui. Donc, du coup, on se retrouve avec une Union européenne, en fait, qui impose par exemple, des traités de libre-échange qui sont négociés justement par un seul disons, comment dire, un seul représentant pour toute l'Union européenne, ce représentant étant très souvent allemand, mais ça, c'est le hasard qu'il veut, hein. Et donc, on échange les Mercedes allemandes contre des produits agricoles français, pour caricaturer. Oui, bah bien sûr. Et en fait, moi, je voulais juste terminer sur ce qui m'avait le plus choqué durant mes études en droit européen, c'est le service public à la française. En fait, il y avait des Européens qui écrivaient des bouquins sur les services publics à la française. Et c'était d'un tel mépris, déjà, rien que dans le titre, qu'on comprenait qu'un jour ou l'autre, moi c'est il y a longtemps, hein, mes études, mais et aujourd'hui on est arrivé à ça, c'est-à-dire que même nos services publics, et j'ai envie de prendre l'exemple de l'hôpital parce que ils souffrent tellement
Et aujourd'hui, on ne soigne plus. On a appliqué des méthodes commerciales en fait à l'hôpital, tout simplement. Avec la cotation des actes, c'est ça. Et on réduit les lits et on ferme des services parce que ça rapporte pas assez. On va garder ceux qui rapportent le plus. On ferme des hôpitaux, on fait des pôles. Des pôles maintenant, des pôles de la main, par exemple, pour soigner tous les gens qui ont un problème à la main, ils iront à tel endroit, des pôles de maternité. Et, alors qu'en réalité, soigner, c'est un art. On le sait bien, c'est pas une science, et encore moins une science commerciale, que tout le monde doit pouvoir être soigné, et que l'intérêt de notre hôpital tant vanté dans le monde entier, c'était quand on avait un patient et qu'ils avaient des difficultés sur le problème de santé qu'avait ce patient, c'était tout un staff, c'est-à-dire, mais pas uniquement le spécialiste de la main si c'était un problème de la main. Il y avait les autres médecins et tout le monde échangeait en réunion, et c'est ce qui faisait qu'il y avait des solutions qui étaient apportées. Mais tout ça a été totalement détruit aujourd'hui. Alors, à propos justement des services publics à la française, moi j'ai une remarque. Je m'étais penchée sur une problématique locale ici. Donc j'étais partie sur l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui parle justement des services publics et qui renvoie à un certain article 18 pour expliquer un petit peu comment sont construits les traités européens. L'article 18, il dit que les entreprises privées doivent être concurrentielles, etc. Voilà. Et l'article 106 dit les entreprises de services publics doivent respecter l'article 18. Ah, c'est le principe, hein, c'est comme ça. Non, mais c'est ça. Je veux dire, quand on lit le traité d'un bout à l'autre, on arrive sur l'article 18, on voit des choses qui s'appliquent aux entreprises privées. On peut aimer ou pas aimer, mais en tout cas, ça s'applique aux entreprises privées. Et donc, on l'accepte plus ou moins. Et quand on arrive à l'article 106 et que l'article 106 dit les services publics doivent respecter l'article 18, ça commence à se dire, voilà. C'est presque une aberration. Personne ne peut rien comprendre. C'est abscon. C'est abscon, c'est fait pour embrouiller, c'est flou. C'est ce que tu disais tout à l'heure, revenir aux définitions, mais on peut quand même pas à chaque fois se balader avec son dictionnaire et puis à chaque fois qu'on lit un mot, aller regarder la définition. Enfin, ça, c'est fait pour que justement on ne lise pas en réalité. Voilà, oui, c'est la novlangue. Quand on perd les mots, on perd les idées. Ah, bien sûr, mais le pire, c'est quand on utilise des mots et qu'on en change le sens. C'est ça. C'est ça. Là, moi, j'ai vu des perversités où c'était pratiquement presque l'inverse du mot d'origine. Donc, quand on voit ça, on se dit, mais, ça, ils savent faire. Hein. Franchement, ils savent faire. Le syndicat représentatif, c'est ça. On peut saluer Michel Chanu, là, qui n'arrête pas de nous envoyer des mots qui étaient l'invité du puzzle de la vérité la semaine dernière. D'accord. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'Europe a été construite avec la complicité des Anglais et des Américains. Les fascistes anglais sont les instigateurs du nazisme. C'est la Commission qui a le pouvoir de décision. Et pendant que les parlementaires se font manipuler par les lobbies, pendant ce temps sans doute, les parlementaires se font manipuler par les lobbies des multinationales. Voilà. Tout à l'heure, on disait le nombre de lobbyistes qu'il y avait en Europe, et ça, c'est vrai. Non, mais voilà, mais ça se recoupe et il confirme ce qu'on sait déjà, mais il le répète parce qu'il faut que ça rentre dans les oreilles des gens. Donc, il aime bien répéter les choses, Michel, parce que c'est important. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Mais alors, moi, je veux bien rebondir sur la commission a le pouvoir de décision, parce que ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la Commission européenne, elle incarne le pouvoir exécutif. Or, en réalité, elle a le monopole de la proposition de loi. Donc, elle empiète sur le pouvoir législatif et c'est elle qui tranche en dernier ressort. C'est-à-dire que le Parlement, les gens qu'on a élus, les députés européens, ils n'ont qu'un pouvoir consultatif. Et je donne un exemple à ce sujet, c'est l'exemple du glyphosate. Il est symptomatique.
on a Michel Rivasi qui s'est battu comme un beau diable pour faire voter une directive selon laquelle le glyphosate devait être interdit dans 5 ans. Ouais, ouais. Et cette proposition a été votée à 75% des parlementaires. C'est énorme. Bah, bien sûr, bien Et sûr. au final, la conclusion de cette directive, c'est la commission qui l'a donnée, et il s'est agi en réalité de prolonger l'utilisation du glyphosate pendant 3 ans. On n'a plus l'interdiction. Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Mais non, mais on est dans la manipulation. Donc, ça ne sert à rien de payer tous ces gens-là qui ont aussi des assistances à un coût aussi financier énorme pour chaque État, hein, parce que c'est chaque État qui finance. Ouais. Voilà, donc oui, il faut sortir de l'Union européenne. Je crois que ça va être il y aura beaucoup de lobbyistes qui vont voter, qui ont décidé, qui ont promis la sortie de l'Union européenne. Il n'y en a pas beaucoup, je crois. Voilà. Non, mais là, alors moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est ce qu'on avait dit sur l'Angleterre quand elle a quitté l'Union européenne, que le pays serait KO par terre en pas longtemps. C'est le contraire. Résultat, voilà, on démontre qu'ils ont continué de nous mentir, en fait. Ah, peut-être que la France elle a intérêt à faire comme l'Angleterre, franchement. Ouais. L'Angleterre, qui a un pays ultra-libéral, ils ont quand même nationalisé les chemins de fer, parce qu'un chemin de fer privatisé, ça ne peut pas fonctionner. Depuis qu'ils sont sortis de l'Union européenne, ils ont nationalisé les chemins de fer. C'est un exemple. Parce que... c'est intéressant, mais c'est aussi parce que c'était une vraie catastrophe, hein, la privatisation du chemin de fer en Angleterre. Ils avaient des accidents constamment. C'est bien la preuve que ça ne fonctionne pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Et nous, on va vers ça. Oui, on a déjà commencé. Non, mais moi, il y a une chose qui m'a toujours chagriné. À partir du moment où il y a des outils qui ont été créés par l'impôt français, l'entreprise, elle appartenait aux citoyens, donc à l'État. Or, toutes ces entreprises qui permettaient de moins payer d'impôts dans le futur sont devenues des entreprises privées où le centre de profit va dans des poches privées et plus dans la poche du citoyen. Alors, je vais pas donner le nom là, mais vous les connaissez tous. Oui, hein, il y en a une qui est emblématique quand même, parce que c'était un impôt volontaire. Oui, c'est lequel? La Française des Jeux. C'était un impôt volontaire. Et on se retrouve avec une entreprise qui est privatisée. Ah, bien sûr. À 6 heures du matin, un samedi, à 14 députés votants. Ouais, c'est extraordinaire. C'est comme ça. Bon, on va pas parler des autoroutes, on va pas parler de l'EDF, on va pas parler de France Télécom, c'est pas la même. Mais tout ça, c'est comme ça. Des outils. Dernièrement. Alstom. Voilà. Donc, à partir du moment où c'était producteur de droits, d'économie pour le citoyen, parce que c'est ça qu'il faut bien regarder, c'est que ça faisait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. C'était un outil qui appartenait aux citoyens, à l'État. D'accord? Tout ça, ils le cassent. Mais faut pas me faire croire que c'est pas voulu, quand même. Hein? Donc là, ça c'est. Il y a un moment donné, peut-être qu'on fera comme en Angleterre, on renationalisera. Hein? Donc tu sais, ça existe de temps en temps. Hein? Oui. Bon, voilà, c'est. Michel Chanu a rajouté une petite phrase. L'Europe fonctionne comme la France à l'époque de la Révolution française, l'Assemblée, point de suspension, et le Comité de salut public. Bon. Allez, Michel, t'es président quand? Non, voilà. Parce qu'il n'a pas tout dit la semaine dernière. Non, mais on le réinvitera une autre fois. C'est un monsieur qui a une aura, il fait beaucoup de choses. Il a surtout le lien. C'est ça qui est puissant chez lui, c'est qu'il fait le lien. Il a l'arborescence des noms et des liens qu'il y a entre chaque nom. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est puissant. Sauf que nous, on peut pas tout savoir, ou on fait pas toujours le lien d'une personne à une autre. Et lui, il sait parfaitement faire ça. Et c'est là que des fois, on découvre des choses. Merde, on n'avait pas pensé à ça. Mais oui, voilà. Merci Michel, on t'en fera revenir. Si tu es gentil, hein, d'accord? Voilà, donc, en tout cas, il y a sûrement d'autres lois. Moi, on m'a évoqué
la loi ou d'une réforme de l'éducation nationale ou sur le transgenre, on veut mettre ça dans la tête des petits. Y a des trucs vraiment aberrants. Là. Il y a vraiment des choses qui, si elles passent, sont dangereuses pour nos sociétés. Voilà. Donc j'espère, moi, ça va être mon mot de la fin, qu'on trouve que tout le monde aille voter dimanche prochain et pour celui qui nous permettra de sortir de l'Union européenne. Voilà. Ou celle. Écoute, en tout cas, il y a déjà beaucoup de gens qui, parce que les consignes sont de voter. Alors, et moi, la consigne que j'ai le plus entendue, c'est au moins de voter contre celui qui est actuellement président. C'est ce que j'ai entendu le plus. Hein. Donc, peu importe, mais voter contre. Hein, c'est ça, oui. Mais je ne sais pas s'il va y arriver, en fait. Puisque vous avez entendu qu'il y a un recours devant le Conseil constitutionnel contre sa candidature. Donc, on va attendre ce qu'il décide. Voilà. J'ai écrit au président du Sénat pour lui demander d'invalider la candidature d'Emmanuel Macron. Bien, bravo. Bah oui, avec quelques arguments. Bon, moi je crois qu'il y en a plusieurs hein, qu'on lance cette initiative-là et est-ce que ça va aboutir? Parce qu'il est quand même, s'il y a un qui est spécialisé pour passer par-dessus le droit, c'est quand même bien lui. Hein, donc voilà. Donc on verra. Mais là, l'intérêt en fait de ces recours, on se doute bien que le Conseil constitutionnel, surtout avec son président, lui-même bourré de conflits d'intérêts, il rejettera, même si dans la requête on lui demande de se déporter, c'est-à-dire de ne pas juger, et que ce soit les autres juges qui prennent la décision. Mais même si c'est rejeté, l'intérêt c'est de médiatiser au maximum ce qu'il en est pour la population, et avant dimanche. Avant le vote, que les gens… mais je t'avoue, hein, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Il ne s'est jamais déporté sur les lois liberticides. Hein. Il ne s'est jamais déporté. Hein. Il n'y a aucune raison qu'il le fasse. Oui, c'est bien, mais ça a été demandé. Dans la requête, c'est demandé. C'est demandé. Non, c'est une bonne idée. On va voir. On va voir. On a plus longtemps à attendre hein, pour savoir ce qui va se passer maintenant. Donc là… Donc voilà, c'est tout. En tout cas, moi, je vais simplement dire merci à Madame Dominique d'être. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Ça m'a permis de parler un petit peu de ce sujet. Voilà. La semaine prochaine, hein, la semaine prochaine, on peut dire ce que c'est la semaine prochaine ou pas. Bien sûr. On a le droit de faire un clin d'œil on va faire un hommage à un monsieur qui s'appelle Julian Assange. Ah, d'accord. Et mon amie Stéphanie Gibault sera notre invitée et c'est une amie à lui, d'accord. Et elle a besoin d'exprimer le fait que les gens oublient qu'il est en prison alors qu'il a rendu des services à l'international absolu. Au monde entier, oui, on peut le dire. Elle sera notre invitée pour en parler, voilà. Donc donc on lui fait son petit coup de pub pour la semaine prochaine. Voilà. Très bien. Voilà. Et on va terminer sur ton mot de la fin, si tu en as un. Sinon, on se dit au revoir. Je viens de dire le mot de la fin. Non, je veux dire, bon, on a tout dit. Hein, c'est sur les conséquences du vocabulaire qu'on utilise et de la nécessité de sortir de l'Union européenne qu'on démontre de plein de manières. Et ça, c'en est une. Hein. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Bon, merci. C'était très intéressant. Je pense que tu reviendras encore, Dominique, sur TVA ADP. Si on m'invite, je reviendrai. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée sur TVA ADP et à mardi prochain pour le puzzle de la vérité. Voilà. Merci Malika. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir.